Je m'appelle Sylvie Prioul. Je suis une élève de Marina Margherita, avec laquelle j'ai fait toute ma formation initiale, avec qui j'ai fait de très nombreuses post-formations, et puis avec qui j'ai fait aussi mon apprentissage de formatrice. Donc tout mon parcours de yoga, je l'ai fait avec elle. Alors je pense que ce qui m'a amenée sur le chemin du yoga, c'est ce qui amène beaucoup de gens au chemin du yoga, c'est-à-dire des moments difficiles de souffrance, que ce soit de souffrance physique ou autre. Et moi, c'était vraiment un gros problème, ce qui s'appelle une capsulite de l'épaule, c'est-à-dire tellement grave que je ne pouvais absolument plus bouger un bras. Et que ce genre de problème touche aussi ce qu'on est, ne plus bouger, être dans l'impossibilité de bouger, c'était vraiment quelque chose de très dur. Et j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de la médecine, j'ai été voir un kiné, etc. Et puis, quand j'ai pu de nouveau bouger, là, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose pour retrouver vraiment toute ma mobilité. Parce qu'un rhumatologue, on lui dit qu'on monte le bras jusque-là, il dit oh, c'est très bien, vous avez retrouvé votre mobilité. Et je lui ai dit non, moi mon bras, je veux qu'il remonte jusqu'en haut. Et j'avais déjà fait du yoga, et j'avais d'autres activités physiques, de la danse, etc. Mais là, je me suis vraiment consacrée au yoga dans un but thérapeutique, vraiment. Et j'ai retrouvé cet intérêt pour le yoga thérapeutique, puisque j'ai aussi fait la formation avec le docteur Chandrasekaran pour la yoga thérapie. Donc c'est ça qui m'a ramenée ou amenée dans le chemin du yoga plus sérieusement, on va dire. Avant, le yoga, pour moi, c'était un moyen de m'étirer, de bien respirer, etc. Mais c'était pas un but en soi, ça accompagnait d'autres pratiques. Et ça enrichissait d'autres pratiques. Et c'est ce que j'ai dit ce matin d'ailleurs dans les rencontres, c'est vraiment la rencontre, justement, avec Marina Margherita qui a changé beaucoup de choses dans mon rapport au yoga. Non, c'est qu'avec Marina, je suivais tout ce qu'elle proposait. Quand j'étais simplement son élève de cours individuels, pas individuels justement, au début de cours collectifs. Et puis elle proposait, comme je l'ai dit aussi ce matin, des ateliers un peu plus longs mensuels. Et puis elle proposait aussi des post-formations. C'est-à-dire qu'elle les proposait surtout à tous les gens qu'elle avait formés. Mais elle ne les réservait pas à ces gens. Et moi, je me suis inscrite à toutes les post-formations. Avant de me former, je me post-formais déjà. Voilà. Et puis au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, formons-nous vraiment. Et elle ouvrait une formation, et j'ai donc suivi sa formation. Après, une fois qu'on est professeur, avant de pouvoir prétendre à être formatrice, il y a un temps qui est nécessaire. C'est-à-dire cette histoire de temps, c'est pas seulement la durée des formations, mais par exemple entre le fait d'être prof et puis d'être formatrice, il faut qu'il y ait un temps. Je crois que c'est 5 ans qui est nécessaire. Il faut qu'il y ait eu beaucoup de cours donnés, voilà. Et là, je dois dire que c'est Marina qui m'a un peu poussée à devenir formatrice parce qu'elle savait qu'elle faisait sa dernière formation. Elle n'avait jamais formé personne d'autre. Et c'était un peu, la dernière chance de devenir son apprentie formatrice avec elle. Donc, j'ai eu la chance de le faire. Moi, il me semble, dans le Yoga Sutra, que ce qui est vraiment fondamental, c'est les premiers sutras.
Et on pourrait presque s'en tenir à ces premiers sutras. Et comme le disaient Pierre et d'autres intervenants, les ikashas pouvaient rester une semaine sur un sutra, sur Hatha Yoga Anushasanam. C'est vraiment ces premiers sutras. Ils sont peut-être un peu difficiles, surtout celui où on arrive au fait qu'on s'installe dans sa propre forme. Mais en même temps, faire réfléchir les élèves dès le début sur ce genre de choses, je pense que ça leur permet de comprendre beaucoup mieux les suivants et les chapitres qui sont peut-être plus simples au début. On pourrait se dire, c'est plus simple de comprendre le deuxième chapitre, avec les moyens à employer, les asanas, le pranayama, etc. Mais je pense que se plonger dès le début dans ces premiers sutras, ça ouvre quelque chose, un espace, je pense, vers d'abord une autre culture, parce que ces textes, ils nous viennent d'Inde, ils nous viennent d'il y a longtemps. Le Yoga Sutra, il a été mis par écrit sans doute vers le 1er, 2e siècle de notre ère, mais il vient, à n'en point douter, de plus loin et de plus longtemps. Et c'est aussi un moyen de relier les gens qui pratiquent, etc., à quelque chose, oui, de lointain, et je dirais qui leur apporte, qui leur demande de réfléchir, qui leur demande de la réflexion. Et je pense qu'il faut réfléchir au Yoga Sutra. Réfléchir sur ceux qui ne sont pas évidents. Voilà. Alors, il faut d'abord beaucoup de patience. Il ne faut pas hésiter à répéter. Et à répéter tout le temps. Et ne jamais penser qu'il y a des choses acquises. On s'aperçoit qu'on a dit des centaines de fois des choses et que les élèves, tout à coup, on le redit un jour et ils ont l'air de le découvrir. Donc, je pense qu'il faut continuer à leur dire peut-être les mêmes choses, peut-être en changeant un peu les formulations, mais à ne pas hésiter à se répéter, à répéter les choses. Et puis il y a quelque chose moi qui me tient à cœur et dont j'ai parlé aussi pendant les rencontres, c'est être capable de créativité en matière de séance, de ne pas répéter les mêmes séances, mais au contraire de surprendre peut-être les élèves, de les déstabiliser parfois, et puis soi-même, ça permet de créer des choses, c'est-à-dire de se maintenir en tant que professeur un peu en alerte. Ne pas se dire que nous-mêmes aussi, on sait déjà beaucoup de choses et que bon, c'est facile de faire une séance, d'être toujours prêt à créer des choses nouvelles. Je pense qu'on peut continuer à transmettre, mais que forcément ça va changer. Parce que nous changeons, parce que le monde change, parce que les usages aussi changent, parce qu'il y a toute cette transmission qui se fait maintenant par des écrans. C'est-à-dire tout ce dont on a parlé là, dans ces rencontres, des moments que tous y passaient auprès de des ikashas, ces rendez-vous, ces moments où ils les faisaient attendre, où ils leur disaient « Ah ben, vous revenez dans 3 jours », etc. Ça, c'est vraiment presque impossible à imaginer. Et maintenant, les élèves,
c'est sans doute aussi, ça s'est beaucoup accéléré avec le Covid, avec le fait que beaucoup de professeurs sont passés à des cours en visioconférence pour des raisons pratiques, et souvent à la demande des élèves, hein, bien sûr, et puis qu'on n'est pas revenu là-dessus, et qu'au contraire, ça se multiplie. Et Cliffy lui-même le fait. C'est-à-dire que maintenant, il y a tous les mois un rendez-vous, ou visio ou audio. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vrai contact avec le professeur. On a un contact avec sa voix, parfois avec son image, où lui peut voir, mais il y a un filtre, il y a quelque chose qui se met entre les élèves et le professeur. Et moi, je pense que c'est le plus grand changement qui nous arrive, c'est ça. Et tout le monde s'y met. Hein, le docteur Chandrasekaran, il met des vidéos sur YouTube pour l'enseignement des Yoga Sutras. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Mais je dirais que dans la transmission, cette omniprésence de l'écran, des visios, c'est ce qui est le plus frappant en ce moment.